Salut à tous et bienvenue sur le podcast Multi-TCG. Comment ça va? Ça va toujours. Ça va très bien? Ok, on se retrouve aujourd'hui pour parler de beaucoup de choses. On a un podcast qui Oula est oui. très dense. On va commencer par parler notamment de Naruto Kaiju avec la nouvelle wave qui a été annoncée. Enfin. On parlera de Flesh and Blood, il y a un gros arc sur Flesh and Blood où on parlera d'abord de la banlist, puis ensuite des skins alternatifs japonais. Pour finir sur le Calling Lyon, on a enfin des news de sorcerie, on en avait eu d'ailleurs dans les derniers podcasts, il y en a encore un petit peu qui sont tombées, mais elles sont De pas temps en forcément géniales comme news. On y reviendra évidemment. On a un gros update focus sur la roadmap digitale de Altered. Ouais. Il y a 2-3 choses Plein de news. qui ont été communiquées sur le développement entre guillemets de leur feature digitale qui prend un peu de retard par rapport à ce qu'ils attendaient. Et puis enfin on finira tranquillement avec des news sur l'Orcana et l'annonce du nouveau TCG League of Legends. Incroyable. Il y a pas mal de choses à dire. Calmez-vous, il y aura des déçus sur l'annonce. Ne vous enflammez pas tout de suite. Les tease pas, laisse-les aller à la fin de la vidéo là. Mais là, ils se disent quoi? C'est du watch time. Du watch time. Du Et coup. là, bah viens, on commence par ça. Ouais. Comme ça, ceux qui sont allés à la fin, hop, là, ils ont rien. Eh ouais, loupé. Non, on va parler de Naruto Kaiju, mais avant ça, on va remercier le sponsor Ultimate Guard qui nous régale. Oui. Vous avez notamment un lien affilié qui est dans la description qui vous permet de commander vos produits Ultimate Guard. Merci à tous ceux qui le font, ça nous soutient, c'est vraiment cool. Ça fait quelques années maintenant qu'ils nous soutiennent et on espère qu'ils vont nous renouveler leur confiance. Et on va en profiter aussi pour faire un gros big up à Label Card, qui est l'endroit dans lequel on tourne, qui est notre société, notre site internet, qui sponsorise évidemment cette vidéo avec du petit Naruto Kaiju. Justement. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Si vous mettez un pouce bleu, que vous êtes abonné à la chaîne et que vous participez dans l'espace commentaire, eh bien vous pourrez remporter des petits boosters Naruto Kaiju. On n'a pas encore décidé du nombre, mais une poignée de petits boosters. Ouais. Ça va être plutôt sympathique. Poignée de cola piquant. Et on vous parlera notamment de cette nouvelle Wave 6 dès que la vidéo sera lancée. J'en profite aussi pour le mettre en avant. On a un Instagram qui est dédié à la belle carte où vous pouvez avoir tous nos plannings de live sur Voct et notamment ce qu'on drop sur le site, les nouvelles sorties, les précommandes qui sont ouvertes et compagnie. Si vous voulez suivre l'actualité de la belle carte et nous soutenir, vous pouvez cliquer sur le lien qui est dans la description pour nous rejoindre sur Instagram. Je commence donc du coup pour Naruto Kaiju, comme ça vous savez ce que vous pouvez gagner au visionnage de ce petit podcast. Naruto Kaiju, c'est l'éditeur chinois qui a les droits de certaines licences manga exclusivement pour le marché oriental. Ça, c'est Kaiju qui fait différentes licences, dont Naruto. Ouais, c'est ça. Mais en gros, c'est le Japon qui cède les droits d'utilisation de ces licences-là pour exclusivement le marché chinois. Sauf qu'en fait, les cartes sont tellement belles, l'envie de collectionner est tellement incroyable que ça s'exporte. Il y a eu des problèmes du coup de législation sur le fait que les droits n'étaient autorisés que pour le marché chinois, alors que Kaiju finalement exportait ses cartes en Occident, alors que le Japon, lui, forcément, les droits qu'il a vendus de Naruto pour la Chine veut que ça reste en Chine parce que lui, il exporte déjà d'autres produits avec ces licences-là en Occident. Donc il y a eu un petit conflit qui s'est mis en place et qui fait que ça fait plus d'un an en fait qu'on attend la prochaine wave. La wave, c'est la série. Ça fait plus d'un an qu'on attend les prochaines séries de Naruto Kaiju. Ce conflit a été géré. Je pense qu'il y a eu une extension des droits finalement qui a été octroyée à la Chine. Peut-être qu'ils ont renégocié le contrat et qu'ils ont accepté finalement que le projet s'exporte parce que vous allez pouvoir précommander du Naruto Kaiju. C'est disponible actuellement en précommande sur la belle carte. Donc n'hésitez pas si jamais vous voulez du petit Naruto Kaiju, c'est très cool. Et il se trouve que on avait eu ce qu'on appelle le set héritage, qui entre guillemets a servi un petit peu de tampon d'entre-deux avant la sortie de la Wave 6 parce que ça faisait vraiment super longtemps qu'il n'y avait pas eu de contenu. Mais ce set héritage, il était un peu en mode, tu sens que c'était pas une nouvelle Wave, c'était pas un set d'entre-deux. Et surtout, ça ne laissait pas présager de la future... de la pérennité de Naruto Kaiju. En fait, on savait pas, tant qu'il n'y avait pas une nouvelle wave qui était annoncée. Est-ce que c'était un produit hors série? Voilà, on savait pas si le conflit entre le Japon et la Chine sur Naruto Kaiju, finalement, allait amener une issue favorable ou défavorable à l'exportation. Et du fait que, finalement, il y a cette wave 6 qui sort, je pense que ça rassure tous les collectionneurs. Là, il y a énormément de cartes de Naruto Kaiju qui ont commencé à prendre beaucoup de valeur parce que finalement, on passait d'une collection qui était une dead collection, qui fait les kiffeurs et c'était pas le problème. Ouais, mais t'as plus de nouveautés quoi. J'ai quand même gardé mes cartes Naruto Kaiju, j'étais très content de les avoir, mais on s'attendait peut-être à ce que du coup cette licence soit finie et qu'il n'y ait plus de nouveautés. Finalement la Wave 6 est là,
ça y est, ça repart, et Ouais. pour notre plus grand plaisir, quoi. Exact. Ils ont pris le parti, cela dit, de partir seulement sur des boîtes de tier 4. Donc en fait, dans l'éditeur Naruto Kaiou, il avait un système où pour chaque Différents série, types de boosters. tu avais plusieurs types de boosters, généralement 4. En fonction de certains tiers, tu avais donc du coup des raretés qui étaient de plus en plus compliquées à avoir, mais qui étaient des cartes de plus en plus chères. Et entre guillemets, le prix de la display était de plus en plus cher en fonction du tiers. En fait, c'est le taux de drop. En gros. Ouais, mais tu n'avais pas les mêmes cartes. Oui, Tu pouvais avoir des BP que dans les tiers 4, les certains NR endroits, que ouais. dans les tiers 3. En fait, je pense qu'ils se sont rendus compte que c'était vachement chiant, notamment pour les nouveaux entrants, de comprendre en mode bah attends, là c'est la 5e série, pourquoi est-ce que j'ai des boîtes de tiers 4, des boîtes de tiers 3? Oui, parce Mais que c'était attends, pas à chaque fois les eh mêmes ouais. tiers Eh dans les oui. mêmes séries. Moi, si je veux une CR, c'est dans une tiers 2, mais si je veux une NR, c'est dans une tiers 3. Tu vois, c'était un peu chiant. Je pense qu'ils sont admis en mode bon, ça fait chier tout le monde, on va Ouais. faire une série et on va mettre la rareté, entre guillemets, la rareté cool, en tout cas celle que les gens aiment le plus. Mais Ouais. là, je sais pas laquelle c'est. Je sais pas s'ils ont repris des NR, des BP, des NR. Mais ils reprennent toujours des une CR. partie, mais pas toutes, et avec la nouvelle un peu du set. Enfin, en tout cas, je pense qu'ils vont faire la même Là, chose c'est la ici. première fois que tu as une wave sans autre tiers. Hein. Ah, il y a peut-être pas d'autres tiers. Ouais. Ouais. Mais du Ah coup, non, tu parles de tiers 3, 4 et tout. ouais. Alors, En fait, là, pour la Wave 6, il y a seulement les tiers 4. Il Donc, me je semble sais pas que- quelle est la rareté autre que les SE qui a été mis en avant. je crois que sur des précédentes séries, les tiers sont pas sortis en même temps. Ah, mais ça, c'était toujours en décalé. Donc là, ils ont communiqué Mais qu'il y aura que tiers 4. Non, mais ça me paraît bizarre de commencer par tiers 4. Je pense que c'est parce que ça fait 100 ans qu'on attend. Du coup, ils commencent par ce qui est le Ah, plus... t'as raison. Peut-être qu'on aura les autres tiers qui seront communiqués. Ça me paraît quand même un peu chelou, cette Mais histoire. c'est bien de commencer par le 4. Moi, mes avis qui se sont rendus compte que ces histoires de tiers, c'était super chiant. Ouais. Que les gens s'y retrouvaient pas. Qu'on va juste prendre une rareté qui est celle qui est la rareté préférée, que ce soit BP, NRCR, voire une rareté Peut-être, ouais. exclusive, ce qu'ils ont fait pour Héritage avec les XR, qui étaient Ouais. très jolis. Eh bien, moi, je pense qu'on aura une rareté exclusive à la tier 4 et qu'il y aura que cette rareté-là. Et s'ils ont conservé le nom de tier 4, c'est juste pour expliciter le prix Les auquel sera gens vendu le booster. voient... ouais. Ils savent, entre guillemets, quelle gamme de booster c'est, qui était la gamme la plus haute. Ça reste quand même très accessible, une display, pour vous donner un ordre d'idée. On la vend 44 € sur le site Label Carte. Gratos. C'est franchement pas cher pour une display Gratos. de cartes. L'avantage que ça soit de la production chinoise, c'est que les coûts sont très très bas et donc du coup les produits sont eux très peu chers, quand bien même les cartes par contre cotent vraiment pas mal. Ah oui, c'est pas rare d'avoir entre 9 et 10 sur de la sortie de booster. C'est sur la gradation, je parle. Ah, la C'est gradation est vraiment très, incroyable, très mais solide. surtout le prix des cartes. Quand tu as une SE, Oui. c'est entre 250 jusqu'à les SE les plus chers, qui est la rareté maximale. On est à 1200, 1500 €, notamment pour la Naruto et la Jiraiya. Ouais. Et là, donc du coup, vu que c'est une boîte de tier 4, on a aussi donc les SE. Les SE, c'est des cartes qui sont numérotées au dos, généralement sur 720 exemplaires dans le monde, 300 exemplaires dans le monde. Ça dépend, entre guillemets, de ce qu'ils ont décidé de mettre en place dans chaque série. Et là, les SE, elles ont été révélées. On ne connaît pas le nombre d'exemplaires, mais on connaît les visuels. Tu as 2 SE, notamment une de Naruto et de Sasuke enfant. Ils sont Ok. vraiment très jolis. J'ai Et pas vu t'as encore. 2 autres types de SE qui sont des espèces de portraits, des espèces de cadres avec plein de liserés un petit peu sur le côté. J'aime Ils bien sont ça. vraiment très très jolis. Donc je pense que ça va avoir Et- un succès incroyable. Et les personnages, du coup, c'est Sasuke et Jiraiya, je crois, il me semble. Sasuke Ouais. et Jiraiya. Et Ah oui, mais peut-être- c'est pas un duo, c'est deux Non. séparés. Sasuke et Naruto sont C'est un un duo. duo, mais par contre les portraits sont Oui, séparés. c'est chacun son Exactement, portrait. je pense Ok. que c'est juste un portrait. Je ne sais pas s'il y aura d'autres SE et que c'est seulement celles qui ont été mis en avant en promotion et que tu auras peut-être le portrait d'autres personnages. Ouais. En tout cas, ce que j'ai vu, j'ai trouvé ça juste assez joli, assez esthétique. Plus les portraits, notamment que les SE de Naruto et Sasuke, qui sont pas forcément particulièrement travaillés, mais si Ouais. vous aimez Naruto première génération, comme moi, ça va quand même vous parler. Et globalement, voilà, on est content du retour de Naruto Kaiou. C'est un truc dont on a beaucoup parlé, nous, sur la chaîne MultiTCG, Ouais. qui était en stand-by depuis je sais pas combien de temps. Ouais, je suis méga Et, chaud. ça y est, ça repart et c'est disponible sur la belle carte si ça vous intéresse. Nous, en tout Exact. cas, on en ouvrira sur la chaîne Oh, pour vous faire découvrir petite vidéo, l'extension. peut-être une chacun même de vidéos. C'est en précommande parce que ça part de Chine milieu du mois, là, Mhm. le 17. Je pense qu'on reçoit ça fin septembre. Mais entre l'annonce et la sortie, il y a toujours pas beaucoup de délai, et ça c'est agréable. Ouais, ouais, ouais. Ah, du coup, t'attends longtemps les news, mais quand tu les as, tu sais que tu vas avoir le produit. Ah bah nous c'est annoncé et vous avez déjà les précommandes de dispo. Donc Ouais. après je pense le temps que les annonces partent de Chine soient traduites en France et tout, peut-être qu'il y a quelques jours de décalage aussi. Mais... Ouais, mais c'est pas beaucoup quoi. Non, oui, Donc, ça va assez vite. ça oui, fait quand pas ils 6 disent, mois. il y a la Wave 6 qui arrive, effectivement, 2 semaines plus Elle- tard. elle est là, quoi. Elle est là, il n'y a pas de souci. C'est vraiment une façon de communiquer très différente
Nous, c'est, tu vois, la façon américaine, par Ah, exemple. dans 6 mois, il y a ça. Ouais, C'est ouais. genre, vous voulez ce qui arrive en 2027? Non, c'est Oui, vrai. mais bon, c'est dans longtemps, Entre quoi. le moment où j'ai appris que la Wave 6 Mm. allait arriver et C'était le en moment août. où les précommandes étaient disponibles sur la belle carte, il y a même pas un mois. Ouais. Effectivement. C'est fin août, je crois. Ouais, donc, c'est effectivement très très rapide comme cycle. Mais je suis super content. Ouais. C'est un truc dont je m'inquiétais un peu, tu vois, cette série qu'on kiffait, qui est cool à ouvrir, qu'on aimait bien, Trop même bien. juste faire du contenu dessus, de se dire, bah, elle va peut-être se stopper, Mm. tu vois. Héritage, ça nous avait laissé entrevoir la possibilité que ça continue, mais attendez quand même la suite, on voulait quand même une Ouais. nouvelle wave. Moi, j'aime beaucoup, en plus, quand il y a les communes, etc., juste les R, les SR, qui sont pas ouf en vrai, en termes de design, mais récupérer en ouvrant mon full set de ça et espérer choper une petite dinguerie, c'est toujours cool comme Un moment. petit Et hito. après, les hits que je n'ai évidemment pas eu, les chercher, les acheter à côté, quoi. Donc c'est vraiment un super produit pour le coup. Ouais, c'est très le peu cher. design. Si tu veux collectionner un produit, c'est le produit le moins cher qu'on connaisse à collectionner. C'est clair. Et il y a notamment aussi la série 3 de Senseiya qui a été annoncée. Aussi, ouais. On n'a pas encore les précommandes au moment où je vous parle, mais ça va arriver aussi sur la belle carte. Je pense octobre-novembre, hein, logiquement. Ça devrait pas tarder, ouais. On vous tiendra au courant, évidemment, pour les fans. Ça, c'est vrai que c'est un produit qui avait beaucoup marché. Ah ouais, c'est incroyable. Moi, Senseiya, Ça vous avez autant je fais pas le full set de Naruto, je sélectionne que les grosses CR, BP qui me plaisent. Mm. Autant Senseiya, je prends des boîtes et je mets tout sous classeur, les rares, les SR et tout. Ouais. Je kiffe bien. Mais je trouve que Senseiya, il y a quand même moi, ça me donne envie de collectionner, alors que je suis pas trop de cette génération. J'ai un peu loupé le coach Senseiya. Ouais. J'ai découvert tard, on va dire. Ah, t'es né quand même bien après Senseiya, entre guillemets, donc c'est mais pas étonnant, quoi. Tu vois, j'ai un collègue du même âge, il est fan de Senseiya. Ouais, oui, mais moi, j'ai pas eu tu vois, ça. tu vois, même moi, j'ai que 3 ans de plus que toi, Mm. et je suis déjà un peu jeune pour kiffer Senseiya. Tu vois, c'est un peu, Bah, c'est le truc de grand frère, Senseiya. c'est un truc de grand Le frère. grand frère, il t'a montré, ou la Exactement. grande sœur, et du coup, t'es dedans. Si t'as pas eu ça, et moi, j'avais passes un trop peu à d'écart côté. avec mes grands frères, Ouais, donc j'ai pas eu quoi. Mais ouais, du coup, quand je vois la beauté de ces cartes, ça me donne envie de collectionner. Bah, notamment, la force de Senseiya, c'est ça, c'est Ton signe astrologique. mon signe astrologique. Alors, C'est quand juste bien la même, base. je m'en fous un peu de l'astrologie. Ouais. En plus que mon signe, il est un peu stylé dans le Chevalier du Zodiaque. C'est plutôt bien tombé, ouais. Donc voilà, ça fait plaisir. Non, ça fait plaisir. Dédicace à tous les cancers, là. On se sait, hein. On se sait les crabes. On se sait. Bon, cela dit, quand ton personnage est un peu pourri, les cartes coûtent moins cher. Avantage. Et ça, c'est bien. Moi, du coup, c'est plus dur à récupérer. Toi, c'est plus dur. Ça va, le cancer, c'est pas le moins cher, cela dit, parce que son armure est stylée. Mais... Ouais. Ouais. Passons là-dessus. On va vous parler de Flesh and Blood. Il y a une énorme banlist qui a été annoncée. Et je ne savais pas. Ouais, tu ne savais pas. Elle a été annoncée, je crois, le 3 septembre et elle est effective le 9 septembre. Elle prend en compte à la fois le classique construit. Elle est déjà effective, du coup. Elle est déjà effective. Elle prend en compte le classique construit et le Blitz. Et ils ont banni, je vous cite, Art of War, Bond of Ancestry, Kashin, Orion of Mystic Tenet, Tome of Aetherwind, Tome of Divinity, Tome of Fiendal et Tome of Firebrand. Ils ont banni globalement tous les tomes. Les tomes, c'est des cartes qui te permettent de piocher pas mal de cartes et donc du coup de faire des setups un petit peu combo-ish et donc du coup de faire des tours qui sont vraiment très très puissants. Le ban de Tome of Fiendal, ça fait vraiment très très mal à un deck comme Kano notamment, qui perd son Tome of Fiendal plus son Tome of Aetherwind. Donc Kano qui était un vrai prétendant du classique construit, surtout quand il n'était pas respecté, là il a pris un coup mon gars. Mais c'est surtout le deck Zen qui était venu donc avec Part the Mistveil, le deck Ninja qui était ultra dominant, qui se fait quand même bien rabattre le caquet avec le ban d'Art of War qui était une des meilleures cartes génériques du jeu. Et qui maintenant, paix à son âme, n'est plus là. J'adorais Art of War, je trouvais que c'était une carte qui était trop cool. Je suis un peu déçu. Mais par contre, pourquoi je vous parle de cette banlist là, c'est une banlist qui est déjà écrite par non pas par le game designer du jeu ou quoi, mais par le créateur. C'est James White qui écrit et rédige le post de la banlist. Et autant avec Magic, on n'a pas trop à se plaindre, c'est assez ok, les communications de ban. Il y a des petits couacs, mais globalement, ça va. C'est assez ok. Autant chez Konami, tu as 4 photos et on te dit rien. Tiens, autant là, c'est l'exemple ultime de ce que j'aimerais que tous les TCG aient quand il s'agit de communiquer sur tes bans. L'article, il est, mais genre, précis. Tu comprends totalement la vision du pourquoi, du comment ils ont fait ces bans-là, que ça soit à la fois pour l'équilibrage du méta, pour l'équilibrage entre guillemets de la R&D, des futurs designs, quelle est leur vision à court terme, la vision à long terme. C'est un article qui, allez lire cet article de ban écrit par James White sur la banlist Flesh and Blood,
vous allez voir ce que c'est qu'un TCG qui est bien tenu. Et encore une fois, s'il y a vraiment un bon élève du TCG qui fait tout correctement, putain, c'est Flesh and Blood, quoi. C'est grandiose. J'imagine avec ses petites lunettes, là, le bon petit élève là, au premier rang. Fait Flesh and Blood. Et pourtant, le type, il a taillé dans le gras. Mais le mec, il taille tellement bien, c'est tellement bien expliqué, tellement compréhensible, c'est tellement parfait, que tu vois, même les gens qui ont un sum monumental, ne plus avoir Art of War, il y a tellement de mecs qui sont fanés. Tu peux pas avoir le seum quand c'est bien expliqué. Alors que tu vois, les banlists Konami... Tu peux pas être en colère quand c'est bien fait. Voilà, alors que les banlists Konami... vu qu'elles sont pas expliquées, l'art et la manière. Tout le monde est là en mode ah putain, banlist de merde. Ouais. Ben là, en fait, tu peux que dire oui monsieur, oui vous avez raison, ces bans sont utiles. And scene. Exactement, donc voilà, le mec est trop fort, Flesh and Blood est toujours trop fort quand il s'agit de communiquer globalement. Et qu'est-ce que ça va apporter pour le metagame ces bans? En vrai, j'en sais trop rien parce que j'ai pas assez le nez dans le compétitif. Ce que je sais, c'est que ça va rabattre un peu le caquet à tous les decks agressifs et notamment à Zen. Ce qui mécaniquement va repousser les decks qui souffraient des decks agressifs comme Enigma et notamment les decks illusionnistes. Ce qui du coup mécaniquement va réintroduire un petit peu de puissance aux decks qui eux se faisaient prédateurs des decks comme Enigma. Ah, ok. Tu vois, ça va faire remonter Enigma, ce qui fait que ça fait remonter les prédateurs à Enigma, et tous ceux qui se faisaient prédater par les decks aggro sont un peu rehaussés. Okay. Cela dit, comme ça arrive juste avant la sortie de Rosetta qui sort le 20 septembre, c'est une espèce d'entre-deux de méta dont on se fout un peu. Ouais, c'est ça. C'est juste, fallait que ça tombe à un moment donné. Exactement. Et là, ça permet de refresh un peu le format en attendant, quoi. C'est ça. C'est pas mal. Même le timing est bien choisi, c'est bien vu. Le timing est très cool. Par contre, ils vont se taper le Calling Lyon. J'enchaîne directement par le Calling et je reviendrai après sur les skins alternatifs. Ouais. Le Calling Lyon, du coup, qui est du 27 au 29 septembre à Lyon, en France. Je vous invite à y aller si jamais vous êtes joueur de Flesh and Blood. Qu'est-ce qu'un Calling en 3 mots? Un Calling, c'est comme un Grand Prix. C'est un événement compétitif. Un open, donc. Comment ? C'est en open ? C'est en open avec des milliers de joueurs sur le week-end qui vous permet à la fois de participer à un énorme open avec entre 500 et 1500 joueurs, ça dépend de la popularité de Flesh and Blood dans le pays, et beaucoup de side events si vous avez envie juste de taper le carton pour le plaisir, gagner de la et boîte. rencontrer des gens, gagner des boîtes et rencontrer des gens et de la communauté. Ça se passera à Lyon et la petite surprise sur le gâteau, c'est que Menguchi, qui est, je me trompe peut-être, mais moi mon avis c'est que c'est le plus gros influenceur Magic. Ah oui. Je pense. Je sais pas si joueur influenceur. Oui, je sais pas, Post Malone et compagnie, ça c'est des. Non, mais genre Tolarian, il est beaucoup plus influent. Ah, que Menguchi. Ok, t'as raison. En tant que joueur influenceur, très largement. Alors ouais, effectivement, c'est le plus gros joueur influenceur de Magic et probablement un des plus gros joueurs et influenceurs TCG au global, je trouve, Menguchi. Ouais. Et il a tweeté qu'il s'était enfin mis à Flesh and Blood, qu'il appréciait le jeu et qu'il se rendrait notamment au Calling Lyon. Et j'ai hâte de suivre ses résultats, sa performance et son avis sur le jeu après. Parce que te mettre à un jeu et le kiffer, c'est pas pareil qu'aller faire un calling giga compétitif avec des mecs qui sont des cagoulés de Flesh and Blood. Et je veux voir à quel point il va se faire casser la bouche ou à quel point, comme Simon Nielsen, oui, je me suis mis au jeu il y a un mois, je suis champion de mon pays et je fais des callings et je suis le boss. Alors, tu vois. Menguchi, très très bon jeu. Hein. Mais pas Simon Nielsen. Simon Nielsen, on parle d'un ovni. Mais c'est pour ça, je veux voir à quel point... On m'appelle l'ovni, quoi. Les gens sur Flesh and Blood, ils sont trop forts. Et du coup, un mec qui arrive de la sphère professionnelle de Magic et qui arrive sur Flesh and Blood, j'ai toujours cette envie de savoir en mode à quel point il va être à l'équilibre ou à quel point, comme le disait Raph dans une interview sur l'œil d'Ophidia, c'est dur. Tu vois ? C'est dur. C'est dur. Mais bon sang que c'est dur. Genre Flesh and Blood, putain, c'est dur pour un gars qui est trop fort à Magic. Parce que le Raph, ça fait des années qu'il charbonne sur Magic, il est trop fort à Magic. Et Flesh and Blood, c'est dur, quoi. Ouais. Je pense que Raph, il a dû avoir le même feeling que moi quand tu te mets un peu sérieusement à Flèche. C'est que tu te rends compte que ton instinct, à moins que tu tombes pile sur ton expérience Magic ne t'aide pas beaucoup. Ouais, mais genre ton instinct de joueur de cartes ou quoi, à part si tu tombes pile sur le deck qui te correspond, on va dire, ne marchera pas. Ça ne sert à rien. Il faut que tu saches connaître. Il faut pratiquer et connaître. T'aimes bien jouer à l'instinct, tu peux pas jouer à l'instinct à Flesh and Blood. Tu ne joues pas de la même manière selon l'adversaire que tu rencontres. Voilà. Et à moins si ton adversaire sait jouer en tout cas. Et à moins que tu t'adaptes pendant la partie, ce qui est faisable. Ah même c'est dur. Tu pars avec du retard au début. C'est mort. Non mais c'est un deck de spécialiste. C'est un jeu de spécialiste, mais qui est extrêmement rewardant quand vous êtes dedans. Mais c'est vrai que quand tu rentres la première fois. Du coup, j'aime bien voir des mecs du niveau de Menguchi rentrer dans ce jeu-là pour voir un petit peu ce qu'ils en pensent. Donc, je suivrai un petit peu ses retours. Il s'est mis sur Kaio, qui est un très bon deck du format. Je dirais que c'est à peu près un tier A.
C'est une brute, Ok. donc avec une stratégie agressive, mais plutôt tall. C'est-à-dire que Aggro midrange ou pas? c'est plutôt aggro, c'est juste qu'à la différence de faire plein de petites attaques comme les ninjas, tu vas faire plutôt une ou deux grosses attaques Comme les avec Guardians. des effets de disruption. Ok. C'est un peu comme Reinhardt, mais sans la variance. Ok. Ça me rappelle un peu aussi Starvo. Non. Ouais, alors Starvo, c'était ça en broken. Oui, mais. Mais ouais, Dans ou le style. Bravo, mais qui est pas dans une stratégie de bloc. Tu vois. Ok. Bravo joué par Maxildan. Bravo. Tu vois. Bravo qui Bravo je bloque pas. m'égominate, je frappe. Tu vois ou pas? L'art du maillet. Ah ouais. L'art de vois très taper. bien. Donc il joue Caillot la brute, qui est un deck que j'ai monté, que j'ai pas encore pu jouer, et on verra un petit peu ce que ça donne. Mais du coup, pourquoi parler de cette banlist qui est intervenue début septembre avec Rosetta qui sort le 20 septembre et enchaîné sur le calling? C'est qu'en fait tout ça c'est à une semaine du calling. Genre il y a la nouvelle extension qui sort le 20, il y a eu la banlist qui est oui, intervenue le calling, 2 c'est semaines juste après. avant, Ah ouais, et le calling putain. c'est la semaine d'après. Donc on arrive Alors toi, tu vas te régaler là. dans la cour des miracles. En tant que spectateur, c'est une folie. Ouais. Mais c'est casté, calling? C'est casté, ouais. Oh, bien. Ouais, ça sera Très bien. casté, donc je regarderai le replay, parce que nous, on n'est pas là, mais on peut pas dire où. C'est vrai ça. On vous dira dans le prochain podcast On vous dira dans où le on prochain était. podcast, mais Mais là, on peut pas vous dire où on on peut va. pas vous dire où on va, mais je peux vous dire déjà qu'il faut prendre faut prendre un avion. Faut prendre un avion. Faut prendre un avion. Et en vrai, on peut prendre un train aussi. On peut prendre un train. Mais bon, c'est loin pour nous le train. on peut tout prendre. Et bon, on peut pas vous le dire, mais voilà. On peut prendre un bateau. C'est du bateau. Et c'est incroyable en vrai un calling où tu sais Ouais. pas dans quoi t'arrives là. Ouais, moi j'adorerais voir les types en mode j'ai le truc et ils se rendent compte j'avais pas le truc. Ah, j'avais pas du tout le truc. J'avais pas le truc. Et du coup, genre Menguchi, je sais même pas s'il sait qu'il y a un set qui sort une semaine avant, parce que du coup, il est sur Caillot en mode fini quoi. Je pense qu'il sait, mais il a dû regarder parce que les sets n'intéressent pas toutes les classes Ouais. à Flesh and Blood. Enfin, il y a toujours une petite carte ou quoi, mais bon. Oui, pas tout à toujours. fait. Et du coup, si ça invalide Rosetta, rarement tous les decks du ouais, méta. si Rosetta propose pas ça, je pense Ça que propose pas de brut, c'est bon. il doit regarder en mode est-ce que je vais jouer les nouveaux héros? Non. Enfin, oui, non. Et lui, il doit se dire bon bah non, j'ai pas le temps Ils sont d'apprendre ça. super durs à Je évaluer comprends. les nouveaux héros. Ah ouais, il y en a 3, c'est ça? Un peu plus même. En CC. Ouais, Ok. il y en a un peu plus, et je saurais pas dire s'ils sont bien ou pas. Après, j'ai pas de grosses connaissances compétitives. Et je crois qu'il a tweeté, ça pour l'information, si jamais vous voulez vous mettre à Flesh and Blood, que pour monter Caillot, full, il a payé $280. C'est pas cher. Ce qui est, Mais ce qui est raisonnable, je trouve. apparemment, c'est lié. Je n'ai pas l'explication de pourquoi. Ouais. Mais on m'a donné cette information. Depuis l'Orcana, les prix des cartes Flesh and Blood se sont cassés la gueule. Et parce qu'il y a eu une grosse passation, je pense, de Flesh and Blood à l'Orcana. Ben ouais, mais vois-tu des anciens Blooders jouer à l'Orcana? Non, parce que franchement, le profil Bloader, c'est plutôt des gars. Franchement, s'ils arrêtent, ils jouent pas à autre chose. Hein. Ou peut-être tu sais, ils jouent à Magic. Il y a beaucoup de gens qui se sont mis à l'Orcana et qui continuent à jouer à Flèche. Ouais. Mais des mecs qui partent de Flèche, j'en connais pas beaucoup. Il y a plutôt C'est des pour mecs ça qui que arrivent dans Flèche que. Genre, la conclusion évidente, ça doit être ça. Mais je vois pas pourquoi. Je croise personne qui me dit moi avant je joue à Flesh and Ouais, Blood, maintenant je suis à l'Orcana. Pour le coup, Flesh and Blood peine à acquérir de nouvelles personnes Ouais. de par la complexité du jeu. C'est comme Yugi, hein, il y a un côté. Enfin, comment dire, une montagne à gravir au début C'est ça. qui fait un peu Et en peur. fait, comme ils n'ont pas de licence et que le jeu est quand même pas giga accessible dans ses mathématiques, Ouais. quand bien même ça vient très vite. Attention, si tu te donnes un peu, tu y arrives, mais c'est pas le jeu genre qui fait faire le une plus game, c'est d'acquisition. facile d'en faire une. Par contre, je crois que c'est un jeu pour le coup où les gens sont tellement contents d'y être, ils partent pas. Hein. Ben ouais. Il n'y a Donc pas c'est de pour ça gens que je qui n'ai- partent Flesh and Blood, donc Je j'ai n'ai du pas mal à savoir d'explication. pourquoi. Et du coup, le prix des decks est beaucoup plus abordable qu'à un moment donné, comme moi quand je m'y suis mis par Oui, exemple. toi, quand tu t'es mis, c'était plutôt 400-500 balles pour avoir un bon deck. Ouais, moi j'ai C'était payé un en peu la tout. norme, Moi j'ai pris le tier 1. En fait, je voulais pas jouer le tier 1, je voulais jouer ce deck-là. Il se trouve Ouais, qu'il était tier il 1. était tier 1, ouais. Et du coup, j'ai payé au total 700, un peu plus de 700 euros. C'était coûteux. Parce que là, 280 balles pour Caillot, avec la jouabilité, la puissance du deck, c'est, je trouve, plutôt très fine, quoi. Ouais. Après, est-ce qu'il a des prix, est-ce qu'il s'est démerdé, est-ce qu'il a tout trouvé au même vendeur, tu vois? Peut-être que pour vous, ça vous coûtera 350 ou 400, tu vois, je sais Ouais. pas. Juste, je trouvais là, le fait Oui, qu'il ait c'est pas notifié ça, c'était intéressant. C'est quoi. bien, ouais. Et enfin, je finirai sur Flesh and Blood, parce qu'il y en a plein qui s'en foutent de ce TCG-là, donc je vais pas vous... Oh, vous en- t'inquiète, ils ont passé un clic. je vais pas vous embêter plus longtemps. Il y a des skins version japonais de certains héros qui ont été édités. Il y en a un qui sera distribué dans les tournois en CC, dans vos local game store, qui est donc le héros Ira. C'est un Ouais. héros, pour l'anecdote, qui n'avait pas de version CC. Donc ils ont Ah, qui adapté... était que Young. Il était que en Young, il Mhm. était que en Blitz, et donc ça devient officiellement le premier héros classique construit qui n'est pas distribué dans un booster. Ah ouais, qui est Ce qui est uniquement une carte promo. Ce qui est un peu bizarre.
mais c'est une carte promo qui est très accessible. Ça Cela va. dit, et probablement Parce d'ailleurs, qu'attention avec ça, hein. Des fois tu encore fais une des fois, couacs. Hein. mes connaissances méta ne sont pas immenses sur Flesh and Blood, je présuppose que ça ne sera pas très joué. Pour ça que c'est la petite promo. Je pense que c'est la petite promo qui est cool. Mais par contre, il y a une version alternative manga de Viscerai Nu et Dorinthea. T'aimes bien Nu, toi, en japonais. C'est bizarre avec le nom qu'elle a de dire ça, mais t'aimes bien nu. Tu l'aimes bien. Donc en japonais, qui sont obtenables exclusivement au World à Osaka. Les World d'Osaka qui seront donc du coup du 31 octobre Eh ben j'y vais. au 3 novembre. On aimerait tous y aller. On demande à Pedro s'il peut pas nous mettre dans la valise. En vrai, tu nous prends emmènes. 2 chemises de moins, Tu Pedro. passes un coup de On se téléphone fout à dedans, James quoi. White là. Et on vient, nous on te fait un petit vlog, pas de galère. Ah, on filme. Franchement, On en filme, vrai, on est sympa. Flesh and Blood, ils te disent ouais, bon, on vous envoie à Osaka, vous faites un vlog. Tu dis oui. Oui. Flesh and Blood, vous voulez un vlog ou pas? Petit Flesh and Vlog, on Mec, l'appelle. ça marche trop bien. Les mecs, ils font un appel. Non, mais c'est trop hype. Putain, ils ont des worlds au Japon, quoi. Ouais. Je suis trop jaloux des fois, moi, de Flesh and Blood. Après, nous, on a des Worlds à Las Vegas. Oui, mais comme c'est Oui, tous les ans, je trouve ça moins stylé. Oui. Ouais, mais là, quand ils vont le faire tous les ans, ça sera quand même stylé. Ouais, je pense que ça sera quand même stylé. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Du coup, ces versions manga sont magnifiques. Vous avez les visuels qui s'affichent parce que le PL du montage. Mais est-ce le que met en place. est-ce que le vol des préparations les aura envoyés? Oui, oui. Parfait. Je vais te les envoyer. Et elles sont cool, mais du coup, j'imagine que ça va coûter une tétra à couilles, quoi. Bah, ça dépend, c'est distribué comment au World? Je sais pas, mais même si c'est Si que aux participants des Worlds, c'est cher déjà de base. Hein. Oui, oui, mais justement, est-ce que si tu vas au World, tu peux acheter ton petit booster avec ça dedans, tu vois? Ah, tu penses Dans ce cas-là, des gens vont les acheter, revendre et tu les auras pour pas trop Oui, cher. parce que j'imagine que Une pendant les centaine Worlds, il y d'euros, aura un quoi. calling à côté. Et en Je gros, suppose, ce que tu veux dire, c'est est-ce que tu pourras les acheter en tant que participant au calling? Ouais, ou alors du si coup, tu un fais, open. tu fais n'importe quel side event un peu important et t'en as un, ça dépend. Moi, je sais pas, j'ai pas la réponse. Mais pour moi, j'étais là en mode, ouais, c'est que pour les participants des Worlds. Je pense que ça va être dur à choper, ou alors ils vont faire pour les participants des foils et pour ceux qui viennent au comme font à calling Magic. des non-foils. Et du coup, Peut-être. si tu veux la carte absolument, tu l'as facilement. Si tu veux la foil, il faut raquer. Raquer, J'avoue que monsieur. Moi, en plus, je suis client, ça pourrait m'intéresser et tout, mais bon, selon le prix, je dropperai, passerai Eh mon oui. tour totalement. Voilà. Pan Sorceries. Sorcery, les royaumes contestés, qui a un TCG dont on vous a pas beaucoup parlé parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'actualité. Ah, ils et disent rien, les mecs. Hein. qui commence un peu à se bouger le huc et ça fait plaisir. Avec Arthurian Legend On qui arrive. avait notamment Arthurian Legend qui est la première extension en fait du jeu Oui. qui a été annoncée, qui était très attendue et qui a l'air très jolie en plus au demeurant. On était assez contents de Les cette cartes venue-là. chevaliers, là, j'ai vu un peu, c'est Ouais. c'est quelque chose. Hein. C'est très très chouette. J'ai envie de jouer le Lancelot, du coup. Lancelot, Lancelot. trop marrant. Ce serait roleplay que lui-même joue Lancelot. Ouais. Lancelot qui est notre ami évidemment pour ceux qui n'ont pas la ref. Oui. Donc des news de sorcerie. Il y a deux news, une qui est positive, une que moi je trouve négative et ça amènera un débat dont on parlera. Je fais un big up à Gargash qui m'envoie à chaque fois des news à la fois sur Flesh and Blood et sorcerie parce qu'il suit beaucoup l'actualité Oui. de ces jeux-là et qui me les drop en MP pour que je puisse vous en parler. Ça Donc régale. big up à toi si tu regardes le podcast, merci beaucoup. Joueur toulonnais. Gargash. Joueur toulonnais, ouais. Merci beaucoup. Sorcery TCG augmente la taille minimum de ses decks pour augmenter la variance. Donc probablement que le jeu était trop stable. En tout cas, on faisait tout le temps les mêmes sorties. T'as 2 decks. Donc déjà, ça augmente la stabilité, quoi. C'est ça. Et la taille était actuellement de 40 main deck et de 20 atlas ou terrain. Le jeu passera maintenant de 50 à 30 avec la nouvelle extension, donc Enfin, non, Arthurian à Legend. 50 et 30. C'est ça, en fait. Tu auras Ouais. ton deck à 50 et ton deck de terrain à 30, Ouais. plutôt que 40 et 20. Et passera aussi à 60-40 l'année prochaine avec le troisième set, confirmant au passage la volonté de rester à un set par an. C'est vrai que c'est une Ça avait l'air d'être le cas. communication de la part de Sorcery dont on vous a déjà parlé. Ils veulent sortir seulement un set par an. Mm. J'espère que les gens vont pas s'emmerder et partir ailleurs, parce que moi, un set par an, j'ai l'impression que tu fais vite le tour quand même. Mais justement, je trouve que c'est un super plan de side TCG. Tu peux te faire des full sets, du coup, t'as 1 an pour récupérer. C'est génial pour les side TCG, mais est-ce que tu peux vivre en étant que le side TCG des gens? Mais je crois que maintenant, si tu peux pas être suffisamment concurrentiel, c'est un bon plan de faire ça. Ouais, C'est mais genre, tu trouves pas que c'est un manque d'ambition de pas être Ouais, mais ça un coûte main beaucoup. TCG en ayant fait 3 millions de Kickstart levés? Entre la promesse, entre guillemets, et ce qu'on a, effectivement, ce que ça aurait pu être, c'est Ouais. vrai, je suis d'accord, mais quand je Mhm. vois la concurrence et tout, c'est aussi beaucoup moins coûteux de faire ce qu'ils font. Un seul Ça, c'est set. sûr. Du coup, moins coûteux, t'as moins besoin de renta et tout, c'est plus attendu quand ça sort. Mhm. C'est ta sortie de l'année. En plus, ils vont souvent le sortir, à mon avis, période un peu avant les fêtes, donc les gens ils sont comme ça, ils veulent dépenser.
Je pense que c'est un bon parti pris. Genre moi, si je devais lancer un TCG là, et que je me dis, j'ai pas confiance entre guillemets au fait que je puisse concurrencer des Lorcana, des Magic, des Flèches et tout. Ok, tu t'adapterais sur une autre méthode de consommation. Ouais, je ferais l'entre-deux. Je pense que je ferais 2 sets par an, histoire que t'aies la saison de sortie, tu vois. Mais je comprends. Et ben avec tes arguments, ça amoindrit mes positions négatives sur la suite que je vais annoncer. Parce que du coup, la mauvaise nouvelle, c'est pas une information qui est vérifiée, c'est des communications sur Discord du créateur du jeu. Ouais. Mais donc, c'est pas confirmé par la boîte Sorcery. Attention, c'est à prendre avec des pincettes. Même si c'est de l'info qui vient de. C'est de l'info qui vient de l'intérieur sur un Discord. Le créateur du jeu et dirigeant de la boîte a reconfirmé sa volonté de ne pas faire de compétition plus gros que du tournoi boutique local sur le Discord officiel suite au débat de la volonté d'augmenter la variance. Et donc j'avais mis dans mon runner parti pris que je ne comprends pas et qui amènerait probablement un débat. Pour moi, je ne comprenais pas qu'un TCG n'ait pas volonté à avoir une scène compétitive. Quand bien même que tu la rinces comme Flesh and Blood et Magic, ou alors que tu en fasses juste une scène compétitive comme Yu-Gi-Oh! Où il n'y a rien à gagner, mais je pense que c'est... En tout cas, je suis habitué à cette manière-là d'exister pour un TCG. Tous les TCG que je connais ont leur championnat du monde, leur Pro Tour, leurs énormes Open, que ce soit des Calling, des Spotlight Series, des YCS à Yu-Gi-Oh! Je pense que c'est la méthode normale de faire vivre ton jeu. C'est pour moi une vitrine d'acquisition de masse, quand bien même c'est ta perte, c'est un budget pub que tu dois mettre là-dedans pour que les gens ils puissent rêver, ils puissent se dire en fait, à force de jouer, de prendre du niveau, je vais pouvoir gravir les échelons, sortir de ma boutique locale, rencontrer des gens, voyager. C'est aussi une promesse. À l'époque, Magic, on disait play the game, see the world, tu vois. Et c'est un truc, moi, qui me fait kiffer et rêver. Et ce manque d'ambition, c'est comme ça que je l'ai traduit, mais je veux pas être spécialement à charge de non, nous, il y aura que des tournois boutiques. On s'en fout, en fait, de réunir 1000 joueurs au même endroit. On s'en fout de faire des pro tours, d'essayer de faire vivre une scène compétitive. On s'en fiche de faire des worlds. Je dis, en fait, je ne comprends pas Sorcery TCG. Mais du fait qu'ils veulent faire seulement un set par an, en étant consommés comme un TCG annexe, en ayant juste cette volonté de faire kiffer les gens entre eux. Moi, c'est ce que j'en comprends. Je comprends déjà un peu plus le fait de ne pas faire compétitif, et ça va même plus loin. Si tu fais du compétitif avec un seul set par an, ton jeu il est résolu dès lors qu'il y a du compétitif et du cash price, et donc du coup un intérêt à grinder. Ton jeu il est résolu en 3 ou 4 semaines, et du coup il faut te farcir derrière les 11 mois restants avec un jeu qui est résolu. Là, s'il n'y a pas de metagame parce qu'il n'y a pas de compétition et que chacun fait sa popote dans ses boutiques locales, effectivement ton jeu il va se résoudre dans un laps de temps qui est beaucoup plus large, ce qui est moins embêtant sur le fait d'avoir une série qui sort un an plus tard. Ils ont un parti pris bien à eux. Personnellement, j'y adhère pas, mais au moins c'est cohérent. Ouais. Je trouve que je suis d'accord, ça manque un petit peu, sans forcément faire des Pro Tours, des Worlds et tout, d'un petit circuit un peu sympa à l'échelle peut-être nationale, tu vois. Qui permettent de bouger en fait. Tous les pays qui ont suffisamment de joueurs qui veulent organiser un peu un truc, et comme ça, t'as au moins tes championnats genre américains, championnats français, tu vois, de sorcerie, dès qu'un pays est chaud. Et eux, ils aident en envoyant des kits comme ils font au Local Game Store ou quoi pour organiser un peu ça. T'as des petites promos et tout. D'ailleurs, c'est le cas. Il y a des promos là prévues pour Sorcery. De toute façon, s'ils veulent faire vivre les boutiques locales, ça c'est sûr qu'ils vont mettre ce qu'il faut en place. Il n'y a pas de souci. Et je crois que c'est des promos pour les AP ou des trucs comme ça. Donc ça, c'est assez cool. Mais justement, un petit peu le truc de tiens, j'aime vraiment bien Sorcery. J'ai envie un peu de me frotter un peu plus de Rossé. C'est quand même un jeu de cartes stratégique avec une stratégie très particulière de placement de terrain, etc. et de déplacement. Je trouve que c'est un petit peu dommage qu'il n'y ait pas ça. Un peu ça plus, veut pas dire qu'il n'y aurait pas, parce que le jeu finalement est assez récent, c'est la première extension. En tout cas, pour l'instant, c'est pas ses ambitions, quoi. Mais c'est pas les ambitions, donc rien n'empêche la communauté de se motiver de le faire. Bien sûr. Mais c'est vrai que quand t'as l'éditeur du jeu qui dit oula non, c'est pas notre bail, ça donne pas forcément envie aussi de se bouger le cul de le faire, tu vois. C'est probablement parce que je suis pas habitué. Moi, tous les TCG que je consomme, ils ont ce qu'on a depuis des années. Ils se renouvellent tous les 3 mois, voire tous les mois pour certains TCG. Ouais. Donc là, quand il y en a un qui dit non, nous, il n'y a pas de compétition et il y a un set par an, je suis là en mode quoi ? Mais ouais. Ah bon ? C'est bizarre en fait, tu vois. Ouais. Mais effectivement, peut-être qu'ils sont sur une nouvelle proposition. En fait, tout ce qui est nouveau, des fois, a tendance à faire peur, alors qu'en fait, ils peuvent juste créer une nouvelle manière de consommer. Et c'est-à-dire, en fait, on est un TCG, mais qui se consomme un peu comme un jeu de société. Tu vas jouer à plein d'autres TCG pour la compétition, pour te buter, pour voyager. Mais par contre, si t'aimes Sorcery, tous les 36 du mois, tu vas faire ton petit tournoi en boutique et t'es content. Ouais.
Et t'es content. C'est un peu ça. Je suis pas habitué, mais j'écoute. On va leur laisser le bénéfice du doute et on verra quoi. Ouais. Ouais, au lieu d'avoir beaucoup de tournois très fréquemment, je pense que eux, c'est ce qu'ils veulent, c'est qu'il y ait un peu de tournois de temps en temps. Tu fais ton deck entre temps, tu vas le tester, Ouais. tu vois les résultats, tu te dis, tu vois des petits tournois de 12 joueurs à 15 joueurs ici, par là, enfin 16 du coup, tu dis, ah ouais, tiens, eux ils font des decks comme ça, toi tu rechanges, entre temps il y a d'autres mecs qui ont En buildé. fait, ils confirment cette volonté d'être à l'ancienne. Exactement. Jusqu'au boutiste en fait, à l'époque, les cartes L'information, elle Magic, circule pas. c'était vraiment pour jouer avec tes potes sur les bancs de la fac, quoi. Ouais, ouais. Sauf qu'en 94, il y avait déjà des tournois, en fait, à Magic. Ça a dépassé directement ce qu'attendait le créateur. Ouais, ouais. Il y a eu des premiers Pro Tours et tout, très vite. Ah ouais, Ça s'appelait pas comme ça, je crois, mais. je crois que les Pro Tours, même qui étaient diffusés à la télé à l'époque, sur ESPN, c'était genre en 95, je crois, 95, genre 2 ans après la sortie du jeu. Ouais. Donc ça arrivait très vite, quoi. Donc en fait, Sorcery, j'ai l'impression qu'ils essayent non pas de revenir aux prémices de Magic, mais de revenir à ce qu'aurait dû être Magic. Ouais, c'est vrai. Bah, il y a vraiment cette volonté old school. Bah, de toute façon, on le voit dans les artworks, dans la DA et tout. Exactement. Il y a une volonté on fait le TCG à l'ancienne avec les méthodes actuelles. Et c'est comme ça. Et en fait, c'est genre, comment dire, en fait, ils font un produit TCG, tu vois. Ils font pas un TCG qui se consomme. Ils font pas un TCG qui se consomme comme un TCG. Ils font genre, comme si tu voulais, c'est RP 93, tu vois. Ouais. Roleplay 93, comment tu ferais et tout. Genre, en vrai, si c'était donc c'est des kiffeurs qui font ça, si c'était plus des marketeurs et tout, ils auraient sorti genre un magazine, tu vois, le magazine Sorcery qui arrive tous les trimestres. Mais ça tu va arriver, t'abonnes c'est et sûr. tout, et t'es en mode putain, et t'as les news, mais tu vois, le vieux truc old school. T'es en train de me le vendre parce qu'on essaye de se mettre à leur place et de comment dire, de faire la communication pour eux, mais en fait, on imagine leur com. Ouais, mais je trouve que en fait, pour le grand public, quand on lit ces news-là, ça laisse transparaître seulement un manque d'ambition, alors que la réalité, c'est une volonté assumée. Et cette volonté assumée, quand on en parle, quand je la comprends, quand tu me la présentes et qu'on essaye de se mettre à leur place, en vrai, elle est cool, mais communique, vends-nous ce projet, vends-nous ce truc, sors-moi un magazine Sorcery, dis-moi, ben non, nous, on n'a jamais voulu faire des protos, on a envie que les gens ils se fassent kiffer, tu vois. Le RP Magic 93 et tout, en fait, je pense il y a plein de gens qui sont chauds. Ils se brandent trop mal, en fait. Ils se brandent trop mal et tout ce qu'on retient, c'est moi ce que je vous annonce en mode c'est bizarre. Tu vois. Ouais, c'est genre bon, allez, maintenant un peu plus de variance. Alors, des fois, quand un jeu se lance, tu te rends compte qu'effectivement, il fallait changer les règles et tout. Mais là, quand tu justifies juste en mode non, mais c'est un peu trop carré, on variance. Mais c'est même pas le fait de changer le variance, moi, qui me gêne, c'était plus un set par an. Ouais. Un set par an, pas de compète. Ouais. Expliquez-nous, racontez-nous une histoire, c'est important en fait. Racontez-nous une histoire et les gens, ils adhéreront ou ils adhéreront pas, tu vois. Mais ouais, il y a un peu la vibe It laisse avec les trucs, c'est à toi de trouver un peu les pièces du puzzle et tout. Sauf qu'en fait, là, on est en train de se demander, mais est-ce qu'il y a un puzzle ? Ou est-ce que juste ils ont foutu ça comme ça et c'est genre si vous voulez prenez, sinon tant pis. Presque j'ai l'impression qu'on embellit leurs intentions peut-être, tu vois. Si peu ils sont juste là en mode fait chier, on va en faire qu'un par an. Alors, oula non, juste la flemme. Ah bon la flemme, ok. En fait on sait pas vraiment et je trouve que c'est ce qui manque à Sorcery alors que ils pourraient le vendre comme ça paraîtrait plus cohérent, ça laisserait en dehors ceux qui veulent pas y être, mais au moins ceux qui y sont ils savent pourquoi ils y sont. Ouais. Dimitri Payet, effectivement. Lui, il y serait pas, du coup. Par exemple. Ouais, dommage Sorcery, mais bon. Enfin, dommage. Pour la consommation habituelle, ce qu'on en a, c'est vrai qu'on est un peu en mode dommage. Et en même temps, je te dis, finalement, si tous les TCG se consomment exactement pareil, c'est là où tu peux pas trop faire 1000 TCG à la fois. Ah ouais. Non, mais je pense que leur positionnement, il est intéressant, juste il est pas bien vendu. Voilà, on va passer donc du coup maintenant à Altered, qui pour le coup est pas du tout sur le même bail que Sorcery. L'opposé. Eux, ils ont fait un Kickstarter et ils décident évidemment d'arriver avec de grandes ambitions et d'utiliser la visibilité de ce Kickstarter pour justement avoir un jeu compétitif, avoir des sorties régulières et essayer d'exister dans le monde du TCG. Quelques stats en préambule. Oui. Stats qui datent du 3 septembre, donc ça a forcément augmenté depuis. Le jeu est sorti actuellement, je le rappelle, le 13 septembre, donc à 10 jours de la sortie du jeu. Il y avait déjà 38 000 comptes créés sur l'application Altered, 7 800 000 cartes scannées, ça en fait des cartes produites quand même, pour un jeu qui n'était pas encore sorti, et 170 000 uniques scannés. C'est énorme. C'est énorme. Maintenant, on va passer entre guillemets aux choses qui fâchent, c'est-à-dire que la sortie c'est le 13 septembre, il y avait une roadmap digitale avec toutes les features qui avaient été annoncées. Ça fait une semaine quand le podcast sort. Exactement, et au vu des stats que je vous ai donnés en préambule, vous vous doutez bien que tout se passe pas correctement.
parce que le jeu a trop de succès. Et donc le fait que le jeu a trop de succès, eh ben, les équipes probablement, je ne suis pas en interne, ce sont seulement médias et pas des sources en interne, mais je suppute que le retard des projets et des features digitales vient du fait que la logistique en interne ne peut pas forcément tenir à tous les niveaux. Par contre, Altered a cette puissance que j'adore, d'être extrêmement transparent, faire des communications régulières sur leur site et sur l'application. Et donc, ils ont communiqué sur les updates de leur roadmap digital, que je vais vous partager maintenant. L'application n'est toujours pas validée par Google Store. C'est pour ça que les gens qui sont sur un Android, sur smartphone, ne peuvent pas passer par l'application. Cela dit, vous pouvez toujours passer par le site sur Internet et scanner vos cartes même via le site. Mais malheureusement, ce n'est pas eux là qui ont un problème de retard, de développement de features. C'est juste que c'est Google, voilà, c'est Google qui bloque la validation de l'application. Il y a un nombre d'allers-retours incalculable et un jour, ça sera validé. Pour Apple Store, ça a été validé et nous, sur iPhone, on peut l'utiliser. Ouais. Donc ça, c'est malheureusement pas de leur fait. Ils attendent que ça soit faisable. Il n'y a plus de problème de réinstallation pour scanner nos cartes. Alors, tous ceux qui étaient sur iPhone, on devait réinstaller l'application entre chaque scan, ce qui était un peu chiant. Pour le coup, j'ai rescanné il n'y a pas si longtemps. Ouais, moi j'ai scanné en masse. Ça fait quelques temps là que c'est ça fonctionne, du feu de Dieu, rien à dire. Ils ont augmenté la puissance des serveurs pour fluidifier la navigation. Donc, je pense que nous aussi, on l'a vu dans l'utilisation, l'application rame moins. En fait, c'est un site qui est embed par une application, je ne m'y connais pas techniquement parlant, mais c'est pas une application pure et dure, c'est une espèce de site qui est... c'est un site qui fonctionne par application, un peu bizarre. Donc j'imagine que c'est pas trop la même chose. Oui, en gros, c'est comme si l'app, elle émulait un navigateur internet qui va sur le site, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est pour ça que tu peux tout scanner par internet, en fait, finalement. Il y a toujours ce problème de message 404 erreurs dû à la sursollicitation de la communauté. Ça, c'est des améliorations qui vont venir. Donc, parfois, quand vous naviguez sur l'application ou sur le site, vous avez ce message de 404 erreurs qui arrive. C'est pas que vous, c'est parce que, encore une fois, il y a trop de demandes, trop de passages, trop de navigation, trop de hype sur Altered et que forcément, c'est pas toujours facile de suivre. Il y a une modification de la roadmap digitale pour se concentrer sur la stabilité des services proposés actuellement. En gros, tout ce qui fonctionne actuellement, on va le stabiliser. Tout ce qui est sorti actuellement, ils vont essayer de le rendre fluide et fonctionnel. Mais du coup, ça repousse certaines features qui devaient arriver maintenant et qui arriveront un peu plus tard. Il y a la nouvelle Digital Roadmap qui s'affiche et vous avez donc du coup en rouge et en petite flèche ce qui a été décalé. On voit notamment qu'il y a les Registration Player et Store. Donc pour que le Store se register comme organisateur d'événements, ça devait arriver notamment en juillet. Finalement, ça arrive à la sortie du jeu le 13 septembre. Donc ça veut dire que les shops n'auront pas eu le temps de se familiariser avec l'application d'organisation d'événements au moment où ça va être disponible. Donc pour compenser, et ça c'est super cool, du fait que l'outil de gestion d'événements soit mis en place le jour de sortie et que donc les organisateurs puissent pas se familiariser avec l'outil en amont, les équipes d'Equinox, ils ont décidé d'offrir 2 niveaux de pass d'aventure pour tous les joueurs qui activeront le pass durant la saison 1. Oh bien. Donc c'est super sympa. En fait, en gros, comme ils vont peut-être décaler la mise en place des événements, le temps d'être OK avec les features, et ben du coup, le temps que les gens auront perdu à pas pouvoir faire les tournois, ils vous offrent 2 passes d'avance sur les, je crois, c'est 13 ou 15 niveaux, je crois. Ah oui, c'est bien. Donc c'est plutôt sympa. Autre décalage, on a les Basic Tournament Tool qui eux arriveront plutôt en 2025 et les notifications, ça je sais pas trop ce que c'est, les notifications push qui elles arriveront aussi en 2025. Sinon tout le reste de la roadmap digitale est conservé. Autre chose qui est un petit peu délayée, c'est malheureusement la synchronisation de votre compte Altered avec votre compte BGA. Ça devait être prévu notamment à la sortie du jeu le 13 septembre. C'est quoi l'idée? C'est qu'en gros, tu prends ton compte, toutes les cartes que tu as sur ton compte Altered, tu le lies avec BGA, qui est un soft numérique qui vous permet de jouer avec vos cartes et avec vos uniques directement en ligne avec un système de ladder et compagnie. Et bien ça devait être présent à la sortie du jeu. Ça a été délayé, mais ils ont dit que ça sortirait quand même fin septembre. Donc c'est pas délayé de plusieurs mois, pas longtemps. C'est délayé de quelques jours, semaines. Et enfin, pour les choses qui sont disponibles, le Deck Builder est disponible depuis le 13 septembre sur l'application et sur le site. Et il fonctionne très bien. Moi, j'ai fait une vidéo dessus et franchement, c'est très très cool. Tu vois les decks que tu es capable de construire avec la collection que tu as et ça te permet du coup d'avoir tes decks directement dans ton application. Très fonctionnel, très fluide, ça marche très bien. Ça fait plaisir. Pour ceux qui attendent BGA et qui veulent se buter sur Internet à Altered, je précise quand même qu'il y a Ex-Altered
qui a été développé par un Français qui s'appelle Nucléon, qui fonctionne très bien et qui a update toutes les cartes en dehors des uniques et qui est prêt à jouer. Donc vous pouvez tester entre guillemets les decks que vous avez envie de tester avec les 18 héros et toutes les cartes du premier set. Bien. C'est disponible sur Exaltern. Moi je testerai dimanche matin si vous voulez passer me voir dans la Matival. Très bien. Ah oui, je voulais faire une vidéo de gameplay dessus, j'ai pas encore eu le temps. Dimanche matin je vais tester Fen et Crobar. Nice. Le bon petit Fen. Donc voilà, tout ça pour dire que Altern, il y a tellement de succès, tellement de demandes, tellement de choses à mettre en place. En plus, ils arrivent avec une proposition qui est tellement ambitieuse. T'imagines tout ce qu'ils ont à gérer en plus juste de développer un TCG avec toutes ces features digitales. C'est développer une appli très complète en même temps qu'un TCG, quoi. Exactement. Et donc, forcément, il y a des petits couacs, mais ils ont ce que j'apprécie, l'honnêteté de les mettre en avant, de communiquer, de dire voilà, il y a ça qui est pas prêt, mais vous inquiétez pas, ça arrive. Ça, c'est pas prêt, mais du coup, on compense par ça. Ça, vous inquiétez pas, c'est priorité, on arrive. Et force à eux, voilà, on soutient le projet à fond et j'espère que vous serez tolérants avec les petits retards de features annoncés par. Ouais. Je pense que par rapport à la promesse, ça vaut le coup d'attendre un petit peu, sachant que d'ici fin d'année, logiquement, on aura quasiment tout qui sera normalement opérationnel. On croise les doigts. Moi, je m'attends au vu de, encore une fois, tu vois, même ne serait-ce qu'avoir accès aux produits, là, c'est compliqué. C'est-à-dire que les Kickstarter, c'était un peu limité à ceux qui avaient Kickstarté. Ouais. Mais là, même l'assort en boutique, nous, on a quelques displays qui sont d'ailleurs précommandables qui sont pas précommandables, qui sont disponibles sur labelcard.fr et les decks préconstruits. Mais les quantités qu'on a reçues sont infimes et c'est le cas de toutes les boutiques. Ouais. Donc, même en assort produit, ils ont trop de succès. Il y a trop de demandes. Donc, ça va mettre je m'attends à ce qu'il y ait encore 2-3 trucs qui soient délayés. Mais c'est tellement bien fait, c'est tellement cool, il y a tellement une bonne volonté de leur part que en vrai on est avec eux. Tant que vous communiquez, on soutient. Faut pas faire le mort dans ces cas-là. Tolérant, quoi. Ouais, complètement. Mais il y en a qui le font, tu vois. Ouais. Magique. On parle ici pour Altern. On parle un peu de l'Orcana ? Vas-y. Brièvement, j'ai fait une vidéo news que vous avez peut-être vue sur la chaîne l'Orcana pour parler un peu de ce qui se passe. Il y a eu l'Orcana Direct, non? Comment ça s'appelle ? C'est ça, je crois qu'ils les appellent comme ça, l'Orcana Direct. En fait, ils font des streams l'Orcana, je sais plus si c'est exactement ça. T'avais fait le premier, c'était une catastrophe. C'était pas le premier. C'était pas le premier que j'avais fait. T'avais fait le précédent. Mais j'ai fait le précédent, c'était avec, horrible. C'était avec Ketal et nos jeux de société. Et nos jeux de société, exactement. Horrible. Horrible, il y avait rien. À part des cartes géantes. C'était une folie. Regardez les cartes géantes. C'est juste pour vous les montrer. Super. Et après, ils ont fait une partie de PVE pendant 1 heure. Quand ils ont lancé la game d'Ursula, c'était vraiment en mode c'est le moment au suicide, je pense. Je suis parti. Et je fais vraiment pas ça souvent, genre jamais. Là, j'ai dit je suis désolé, je vais vous laisser, je vais aller manger parce que bonne soirée. Là il se passe rien, quoi. Ils sont pas très bons là. C'était terrible. Celui-ci, du coup, je l'ai pas regardé, j'ai regardé le résumé, c'était mieux. Alors il était mieux, mais bon. J'ai pas non plus loupé grand chose. Ouais. Ils ont annoncé notamment 3 infos principales. La première, c'est une première vague de spoilers et le thème de l'extension. On l'avait déjà un peu vu, mais c'est un peu les pirates voguer sur les flots, tout ça. Enfin pirates et non pirates, juste des mecs sur des bateaux, genre des corsaires et autres, tu vois. Tout ce qui est de type gars sur un bateau. Tout ce qui est de type gars sur un bateau qui a un chapeau, ça marche. On est là. Avec une première flopée, notamment dont 2 légendaires. Bon, on va pas revenir là-dessus, j'en ai parlé de toutes dans la vidéo. On fera aussi une review avec Val de ces cartes et d'autres plus tard. C'était intéressant. Deuxième info, les dates pour les championnats européens et nord-américains. S'étend du 6 au 8 décembre à Disneyland Paris pour les championnats européens, avec des possibilités de se qualifier au dernier moment. Last Chance Qualifier sur place. Trop bien. Donc je suppose le 6 et le tournoi va être le 7 et le 8. C'est à Disney parce que moi j'ai juste vu la Tour Eiffel. C'est à Disney, ouais. Ah, c'est à Disney. Ouais. Et ils mettent la Tour Eiffel, c'est Disneyland Paris. Ils disent pas Disneyland Marne-la-Vallée. Mais en fait, pour moi, sur les visuels que j'ai vus, si tu veux, ils ont pas mis le nom des villes. Ils ont juste mis les dates avec un fond et en gros, c'était un peu le jeu. Reconnais dans quelle ville c'est, tu vois. Ouais. Et du coup, tu vois la Tour Eiffel, tu sais que c'est Paris. Par contre, pour nord-américain, je sais même pas où c'est. C'est à Disneyland Orlando. Je sais plus comment il s'appelle, en Californie. C'est Orlando, en Californie. Pas Orlando, non, ça c'est. Comment ça s'appelle ? Orlando, c'est en Floride. Pas la Floride, exactement. Voilà. Ah non, c'est peut-être non, je crois que c'est en Californie. Mais il y a un Disneyland. C'est Disneyland Resort, Californie. Ah ouais ? Pour moi, le Disneyland des États-Unis, il est en Floride. Ils en ont 2. Ah, ils en ont 2. Alors. Au moins. Je ne sais pas de toute façon. Normalement, c'est Californie. Je te parle sans avoir aucune connaissance de ça. Normalement, c'est Californie, si je me rappelle bien, et c'est en janvier. Et j'ai oublié la date, mais bon. En janvier.
ça vous correspond pas. Je pense que vous êtes plutôt européen, à mon avis. Hein. Oui. À moins que vous soyez allé vous qualifier aux États-Unis, ça m'étonnerait. Et du coup, il prévoit un programme. Ça, c'est pas dans mes news. Je l'ai su après sur Twitter, où tu peux réserver tes places du coup pour aller au parc parce qu'il va y avoir des trucs en plus des Worlds. Si t'es pas qualifié ou autre. Enfin, si tu veux te qualifier en dernier moment, si tu veux faire du side event, je suppose. Et si tu veux surtout passer un moment un peu cool avec ta famille et tout, avec des activités. Je sais pas ce que c'est les activités prévues, mais c'est bien. Ils savent faire un Disney quand même. Et du coup, je suppose qu'ils vont commencer dès là, dès ces moments-là, à proposer les cartes, tu sais, vierges à faire signer. Okay. Comme ça, les enfants, ils ont leur première carte Lorcana à faire signer à Mickey et machin. Okay. Et ensuite, ils sont régalés et ils ont leur première carte signée qui est folle du coup. Incroyable, c'est Mickey qui m'a signé ma carte. Et bam, la première dose est toujours gratuite, tu connais. Et ensuite, on a la prochaine génération de joueurs Lorcana qui est déjà prévue. C'est très malin. Ouais, qu'on dise moins de gros mots dans les vidéos Lorcana que dans les vidéos Magic. Parce que Magic s'en fiche de faire de l'acquisition par les enfants. Et oui, il y a écrit 13+, sur la booster Magic. Il y a écrit 13+, donc pour le coup, on châtie pas du tout notre vocabulaire. C'est vrai que pour Lorcana, on va peut-être penser à parler à un public plus large. Un peu plus gaffe, effectivement. Donc voilà, ça c'est assez cool. Genre, tu peux prévoir ton séjour, tu vois. Genre, comme tu fais avant, genre... au Sequoia Lodge avec le repas le soir et deux places pour le parc, et ben là tu fais un peu la même chose mais pour jouer à Lorcana. Et pas que. Ton voyage, pas que pour Lorcana mais aussi pour le parc Disney. Ouais, tu peux faire les deux. Bah genre typiquement famille de 4, tu joues avec ta petite fille et ton petit garçon s'en fout et ta femme aussi. Hop, ils vont faire les attractions, ils vont au parc. Ouais. Toi, avec ta petite fille, tu vas jouer à Lorcana. Et toi, t'as pris ton 0,2, tu les rejoins au parc. Tu prends ton 0,2, tu vas manger ton burger payé trop cher qui est toujours le même. Et voilà, tu vas au parc. Tu te régales. Mais franchement, l'écosystème Lorcana, si ce jeu, il n'existe pas encore dans 10 ans, c'est que les mecs à leur tête, ils sont nuls. C'est qu'il s'est passé quelque chose. C'est que la R&D a chié en vrai. Oui. Non, mais je veux dire, si les cartes restent cool, et que les mecs qui prennent les décisions marketing sont un minimum qualifiés, l'écosystème qu'ils ont, il est fou. C'est trop bien pensé. Il est fou. C'est trop bien pensé. Et du coup, troisième grosse news, on va dire Lorcana, c'est le nouveau format, qui est pas vraiment un nouveau format, mais bon, c'est quand même un nouveau format, qui est le Booster Rush, je crois qu'ils s'appellent ça. Okay. En gros, chaque joueur prend 2 boosters, vous les ouvrez, vous enlevez les cartes promotionnelles, donc qui ne sont pas pas les cartes promotionnelles, les cartes pub, les espèces de tokens là. Vous mélangez les 2 boosters, ça vous fait un deck chacun. Et le but c'est de monter le plus vite possible à 15 $. Le premier à 15 $, je veux dire, il a gagné. Au lieu de 20. T'as 5 cartes en main de départ. Sauf que tu commences avec justement ces 2 cartes qui servent à rien. C'est des encres. Ah, tu commences direct à 2 encres. Tout de suite 2 encres. Et du coup, ça te permet de jouer une petite partie un peu sympa. Et quand t'as plus de deck, tu mélanges ta discard, tu meurs pas à la meule, tu mélanges ta discard et ça redevient ton deck. Ok. Donc c'est vraiment juste, tu prends tes 2 boosters, tu les mélanges, 5 cartes, t'as tes 2 encres en promo et on fait une game. Stylé. Je trouve que j'ai pas encore testé le format. Il y en a qui l'ont fait, ils ont dit que c'était cool. J'ai l'impression que 15 $, c'est un peu long. Viens, on le teste. Mais on pourra tester en vidéo. On va le tester en vidéo. Si ça vous parle, dites tout dans les commentaires, on vous le teste. Écoute, c'est quand la prochaine extension ? Non, c'est dans longtemps. C'est dans longtemps, on va le tester sur chapitre 5. On va le tester en chapitre 5. Et du coup, voilà, c'était les grosses news et on attend de voir maintenant le chapitre 6 qui va sortir avec plus de news, etc. Là, je pense que leur communication, ça va être essentiellement les championnats européens, championnats du monde qui auront lieu du coup, je crois, en janvier aussi, ou février. On n'a pas d'autres infos là-dessus, mais ce sera début 2025. D'accord. Et c'est bizarre, ils sont pas à l'équilibre des... Tu vois, Magic et Flash, c'est octobre-novembre, toi. Ouais, là, je pense qu'en fait, comme ils ont commencé leur cycle compétitif pas au chapitre 1, ça a délayé je pense que ça a décalé et du coup, ça fait ça, quoi. Mais je pense qu'ils veulent faire correspondre ça aussi avec l'affluence dans les parcs. Ah. Ok. Parce que les périodes ils ont d'autres... de Noël, de jour de l'an, voilà. Choses à penser. Enfin, tant qu'ils font ça dans les parcs. Enfin, bref. Ouais. Du coup, voilà pour la petite news Lorcana, que du bon. Voilà, c'est du classique. C'est un petit bonbon Lorcana. Hein. Un petit bonbon. Ça se déguste toujours un vrai petit plaisir. Partons loin. Où est-ce qu'on part du côté de la Chine, qui a annoncé le TCG League of Legends, annoncé en 2025. Là, donc vous pas longtemps. Là, vous êtes fous. Là, vous dites quoi ? TCG League of Legends ?
Voilà, un vrai TCG, pas Un le vrai TCG, Runeterra. des jeux de cartes à collectionner avec des cartes brillantes de vos héros préférés. Basé là. autour des héros. Là, ton jungler là qui cueille des herbes, je connais pas moi League of Legends. Terrible. Là, vous venez de crever si vous êtes joueur de LoL. Et là, je m'en excuse. Je m'excuse pour lui. Les persos qui courent là, vous adorez. Et toi, tu cours. Et toi, tu cours, t'adores courir. C'est génial. Et ben là, tu pourras avoir ton petit perso en foil sur ta carte, trop bien. Incroyable. Je me mets dans la place d'un boomer, j'adore League of Legends. T'inquiétez pas. Mais j'ai un pote jungler. J'ai un pote qui est jungler. J'ai joué à Pokémon Unit, ça va. Ah, ça c'est pareil. Ça, je connais quoi. Et donc tout ça pour dire, là vous êtes giga hype pour le TCG League of Legends. Et ben non, parce qu'il est seulement pour la Chine. Oui. Et là vous allez dire, oui, ok, Deg, mais pour l'instant, quelqu'un de très haut placé à Riot, en tout cas apparemment lié à ça, a dit. Non les gars, vraiment c'est pour la Chine. Pour la Chine. Si jamais il y a beaucoup d'engouement, ça pourrait changer, mais franchement c'est pas du tout prévu là. Ouais. Donc ça voudra dire, si c'est pas du tout prévu, que ce sera long. Oui. Donc il faut que ça sorte en Chine en 2025, que ça buzz outre Chine, qu'il lance la prod, la traduction, etc. En anglais au début uniquement, je pense. Du coup, ça voudra dire que au mieux, je pense, si vraiment c'est explosion et tout, c'est fin 2026. Si ça sort pas fin 2025 en Chine. Et moi, du coup, j'ai deux questions. Rappelle-moi qui sont les plus gros consommateurs de League of Legends dans le monde. En vrai, c'est beaucoup l'Asie. Hein. Oui, mais et les la États-Unis. Chine ou plutôt... Ouais, il y a beaucoup... Parce que tu as beaucoup de Corée. Il y a beaucoup Chine aussi, ouais. Il y a beaucoup Chine, ouais, plus que Europe et États-Unis cumulés. C'est dur à dire. Franchement, j'ai pas les stats et tout, mais Chine, c'est énorme. Hein. Okay. En fait, parce qu'il y a la version mobile. Notamment. Oui, c'est très joué, ils sont très joueurs de mobile. Il y a beaucoup de jeux mobiles. J'avais l'impression quand même que les scènes européennes et américaines cumulées sont quand même un certain pool de joueurs de League of Legends. Alors évidemment, peut-être que de par la population de la Chine, c'est peut-être finalement pas si important. Alors dans ce cas-là, on va aller à ma deuxième question qui sera plus pertinente. Rappelle-moi quels sont les pays les plus gros consommateurs de TCG, parce que ça, pour le coup, je peux t'assurer que c'est pas la Chine. Pas la Chine, ouais. Qui est pas en reste, hein. Notamment avec Caillou et tout, on voit qu'il y a un marché. Ouais, mais ça joue pas, ça collectionne. C'est de la collection plus. Ça collectionne, tu vois. Mais ça commence. Genre, tu vois, on voit ne serait-ce qu'à Magic, c'est pas du tout un pays qui est giga consommateur de Magic. Très peu de joueurs pro. L'Orcana, ça va arriver prochainement en Chine et au Japon, mais c'est pas non plus. En fait, c'est pas historiquement un pays de TCG comme l'est le Japon, comme les États-Unis. Ouais, bien sûr. Et donc, du coup, je ne comprends pas cette stratégie marketing de développer un TCG que pour la Chine, alors qu'en fait, pour moi, il aurait même peut-être plus de résonance dans le reste du monde. Je me base sur deux trucs. Sur déjà, marché chinois par rapport à League of Legends très présent. Je pense qu'il doit avoir des données en ce qui concerne les. Enfin, oui, ils les ont certainement, l'achat de skins, etc. Et peut-être qu'en Chine, le marché de skins, de cosmétiques, de produits dérivés marche peut-être beaucoup mieux pour League of Legends que dans leur autre pays. Ouais. Et que du coup, c'est un marché propice à avoir du goodies dérivé, parce que finalement, c'est un peu ça. Bon, même si je crois que le projet est un vrai projet, hein, mais oui. Ça part d'un autre jeu. C'est un dérivé. Ouais, c'est un produit dérivé. Et ce qui fait que ça leur donne envie de développer pour ça. Surtout que comme le marché est très différent, ils ont pu designer selon moi un produit pour la Chine. Oui. Ce qui fait que c'est un produit qui, dans leur façon, parce que là on n'a aucune info à part ce qu'on vous a dit, dans leur façon de penser, d'éditer, de créer le produit, de R&D le produit, peut-être qu'ils le font pour la Chine et que c'est pas un travail... Ah oui, mais c'est comme les TCG japonais et des TCG spécifiquement pour le Japon. Et quand bien même ils les distribuent en Occident, le marketing et la distribution n'est pas la même. Effectivement, ils peuvent cibler un public beaucoup plus précis, je suis d'accord. Donc peut-être que c'est une façon de dire, là ça va être entre guillemets 100% réussite là-bas. Et en même temps, comme tu dis, c'est pas un pays de TCG, donc il faut quand même réussir. Donc il faut qu'il soit vraiment chaud sur la licence. C'est à la fois un effet bénéfique et un effet négatif pour qu'il soit pas un pays de TCG. Si c'est pas un pays de TCG, du coup, ils ont pas de concurrence et donc il y a une place à prendre. En fait, ils doivent se dire, puisque le TCG explose dans tous les autres pays du monde, chez nous ça explose pas forcément. Peut-être qu'avec une licence comme League of Legends, on peut justement importer le TCG dans notre pays, en tout cas de manière très mainstream. Et auquel cas là, c'est banco parce qu'ils deviennent d'office leader. Alors qu'effectivement, s'ils arrivaient entre guillemets en Occident et au Japon, bah t'es noyé. Hein. Je veux dire, je suis pas sûr que League of Legends ça vende plus que l'Orcana par exemple, tu vois. Ça pourrait, hein. Ça pourrait. La licence est puissante. C'est pas les mêmes personnes que tu vas cibler, mais probablement pas les mêmes personnes. Mais est-ce que tu vas faire jouer au TCG LoL les joueurs de LoL? Alors une partie, oui, sans aucun doute.
et ce sera plutôt les casus que les pros. Et de toute façon, c'est les pros, genre les vraiment meilleurs joueurs, c'est 0,1%. Hein. Ouais. Malgré le nombre de joueurs, c'est quand même très faible. Oui, bien sûr. Donc il y a quand même une frange, mais tu vois, je sais pas si c'est la bonne licence entre guillemets pour les gens, parce que là on se dit ah oui non mais t'es fou EPL, évidemment moi ça sort j'y joue, mais est-ce que vous y jouerez longtemps? Parce que quand ça sort, ça vous intéresse, vous prenez votre petit deck préconstruit, vous testez, mais la consommation d'un TCG c'est très différent d'un jeu vidéo. Non. Et il y a beaucoup de gens peut-être qui seraient en mode en fait j'ai un peu joué mais maintenant non. Non, mais ils peuvent faire goûter au TCG à tous les joueurs de MOBA, et dans ce cas-là je trouvais ça intéressant, mais donc du coup de leur vision ça doit être, vu qu'en Europe et aux États-Unis, au Japon, il y a plein de TCG, on sera un parmi tant d'autres et on a peur de se planter comme Runeterra. Alors que nous, dans notre pays, oui, ça consomme pas trop de TCG, mais justement, on a un marché à prendre. Et du fait qu'on est sur une licence qui est très consommée dans notre pays, peut-être que justement, si ça prend, dans ce cas-là, on est un peu les rois du pétrole. J'imagine que c'est une manière pour eux de limiter les risques et surtout d'aller chercher un marché qui n'est pas exploité. Aussi. Mais en même temps, il y a un gros essor TCG en Occident au global, parce qu'au Japon, ça fait des années qu'il y a un essor TCG. Il continue. Donc il y a un gros vent de multi-TCG en Europe et tout, et je trouve ça trop dommage que League of Legends ne s'inscrive pas dedans. Et pour nous, personnes extérieures, alors moi j'aime pas courir dans la jungle, mais pour vous, là, les fans, c'est giga frustrant, non? Comme annonce. Je trouve que c'est très frustrant de l'annoncer. En fait, j'ai l'impression qu'il fallait pas l'annoncer. Genre, je le sens en Chine, quoi. Ouais, tu vois, ne le dites pas, quoi. Mais ouais, c'est... Ouais, je ne sais pas. Encore une fois, moi, je crois que j'ai besoin de communication. J'aimerais qu'ils nous disent, on sort en Chine pour ces raisons-là. Et au lieu que nous, on essaye de faire parler, entre guillemets, ces gens-là, tu vois, de théoriser et d'essayer de comprendre, et probablement qu'à chaque fois, on tombe pas trop loin de la vérité. Hein. Ouais. Mais j'aimerais trop, moi, qu'ils disent, non, on sort d'abord en Chine pour telle et telle raison. Et peut-être que, si succès il y a, on s'exportera, tu vois. Ouais. En tout cas, là, c'est pas dans leur plan, donc on verra. Non. Et en plus, ils l'ont bien dit, c'est pas prévu, quoi. Et ma question, avant de clore ce podcast, c'est est-ce que ce serait un TCG où tu joues ton héros? Donc c'est ton leader, comme tous les TCG maintenant ont un commandant, un héros et tout, le machin qui court. Ouais. Et du coup, ton deck est composé de différents, genre les spells de ton héros. Différents sorts. Ouais, tes sorts, les sorts d'invocateur, peut-être des sbires, les sbires de la jungle ou quoi, je ne sais pas, ou d'autres personnages du lore, parce que le lore est très étendu. Ouais. Des personnages qui ne sont pas des héros, que tu peux jouer. Ouais. Et des espèces de soutien à ton héros. Ou bien, on reprend sur un truc un peu style artefact, où tu joues des lanes. Moi, j'allais te dire, je trouverais ça trop dommage de pas mettre en place ce principe des MOBA, d'avoir des lanes. Du coup, tu places tes héros par lane. D'avoir des tours à aller prendre avec des sbires et compagnie. Ouais. Alors, je dis pas qu'il faut que ça ressemble à League of Legends. Non, mais tu transfères la map dans un mode de jeu TCG. Ouais. Mais je trouverais ça bien que dans ton flavor, en fait, ça dépend ce qu'ils veulent. Est-ce qu'ils veulent le flavor de l'histoire qui est mis en avant dans League of Legends, notamment les trucs comme Arcane par exemple, ou est-ce qu'ils veulent le flavor de simuler une partie de League of Legends, ce qui est deux choses très différentes. Ouais, ça si tu fais ça, si tu simules une partie de LoL, je pense que tu attires beaucoup de joueurs de LoL et tout, mais le jeu ne tient pas sur la durée. Parce que les gens vont être en mode, en fait je préfère jouer à LoL que jouer au TCG LoL. Alors que... Par contre, si tu prends un truc plutôt TCG, donc là qui simule l'univers de LoL, mais pas une game de LoL. Ouais, voilà, un peu entre One Piece et Flesh and Blood, tu vois. Ouais. Un espèce d'entre-deux. Où t'as quand même un héros, donc le héros que tu aurais piqué t'as ton héros, pour faire ta game. T'as tes actions à la Flesh and Blood, mais t'as quand même un peu de personnage, un peu de permanent à la One Piece. Ouais. Et du coup, t'as l'entre-deux et tu as un petit peu une game de board comme tu peux avoir dans les phases de lane sur LoL. Ouais. Et en même temps, t'as l'impression de jouer ton héros. Et du coup, quand tu joues Harry, par exemple, au hasard, parce que c'est un personnage très aimé, tu fais vraiment les spells. Donc, elle a un spell de dégâts, par exemple, qui fait un aller-retour. Donc, tu aurais un spell de dégâts qui fait un tour, puis un deuxième. Avec rebond et tout. Ouais, voilà, t'auras... Tu vois, beaucoup plus simple pour eux d'établir un flavor comme ça. Je pense que c'est mieux. Globalement, à peu près, c'est la solution. Moi, j'ai l'idée, je vous le fais. C'est la solution la plus safe. Je veux dire, avoir le flavor, c'est-à-dire que traduire les effets de spell que tu vas avoir dans le jeu en carte à jouer. Ouais. Hearthstone l'a fait avec Warcraft, c'est très simple. Oui, ça se fait. Donc je n'ai pas trop de mal à penser qu'ils vont faire ça. Ça n'arrivera pas, mais moi j'aurais trouvé ça marrant que tu simules une game de LoL. Mais peut-être c'est ça. Hein. Ça me paraît beaucoup plus dur. Comme tu dis, il faut qu'il y ait 3 lignes. C'est un jeu d'équipe, donc ça n'aurait pas d'intérêt d'y jouer seul.
Parce que LoL, l'intérêt, c'est que du coup, tu as ta team. Ouais. Je veux dire, tu peux pas jouer seul sur 3 lignes, ça n'existe pas. Mais ça se trouve pareil, hein, c'est un jeu de 2v2, genre, tu vois. Je pense pas. Je pense que ça sera. Je crois pas. Mais je pense que nous, on théorise et on rêve de choses un peu différentes parce qu'on a envie toujours de renouveler nos expériences TCG. Je pense que ça sera du TCG bien classique. Le Bandai TCG. Ou le Bandai TCG carré qui reprend juste les mécaniques des différents jeux, qui fait un melting pot en rajoutant des effets qui sont un peu flavor à l'univers. Ton héros pour que les gens ils aient ce sentiment d'appropriation. Moi, j'adore Sangoku, du coup, je joue Sangoku dans DB Fusion. Là, pareil, t'adores Harry. Et du coup, tu joueras Harry, t'auras ta carte Harry et pas mal de cartes qui, du coup, font référence ou aux sbires que tu rencontres dans tes différentes lanes. Tu vois, je pense que t'auras une carte avec le gros dragon là que tu vas farmer, tu vois. Le Drake. Il s'appelle le Drake? Je sais pas comment il s'appelle. Le Drake. Le Drake. T'auras... et puis voilà, quoi. Je pense que ça veut vraiment... Ouais. Ne vous attendez pas à autre chose, je pense pas que c'est autre chose. Peut-être que c'est ça. Ou alors un peu à l'altère de PVP, PVE. Donc t'es en 1v1 et en même temps t'as des objectifs comme sur LoL. Bah, ça serait bien. Je sais qu'à chaque fois tu dois aller prendre le Drake pour gagner des bonus et compagnie. Bah, ça c'est vrai que interne à la game, que d'un coup il y ait ce truc là qui pop et qui donne un avantage aux gars qui le farment, je trouverais ça trop bien. C'est pas très dur à faire dans LoL, c'est un timer à X minutes, les différents pop, il faut aller le farmer. Là, ça pourrait être genre au tour 3, au tour 5, au tour 7, t'as le machin, le nashor. Un mini-objectif et celui qui le chope, il a une récompense. Ouais, ça pourrait être stylé. Mais ça, c'est vachement simple à mettre en place. Ça ramène un petit peu à l'idée d'une game de LoL. Entre deux, quoi. Mais ça n'empêche pas d'avoir plutôt un flavor qui est lié à l'univers plutôt qu'à une game. Ouais. Bon, voilà, on vous a déjà présenté le jeu finalement. Vous l'avez. Dans tout ce qu'on a dit, vous avez le jeu. Sachant que je souligne encore une fois, Riot, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent la copie du voisin, ils recopient en écrivant plus joli. Mais ils écrivent mieux, hein. C'est le gars qui a copié et qui a 20 alors que le mec sur lequel il a copié, il a 18. Exactement. Mais comme il a une écriture plus jolie et qu'il a fait des tournures de phrases un peu plus jolies, il a une meilleure note. C'est ce qu'ils ont fait partout. Et leur échec, entre guillemets, je vais appeler ça un échec, Runeterra. En tout cas, je pense qu'ils avaient plus d'ambition que ça pour le jeu. Même si la propale était hyper intéressante. Le jeu est dead, donc forcément, c'est plus d'ambition. Ouais. Bah, le jeu n'est plus ce qu'il était à la base. Donc il survit artificiellement. De ce que j'ai compris, il n'y a plus d'extension. Tu peux toujours y jouer. Ouais, en fait, c'est un roguelite maintenant. Voilà, tu fais des games un peu à l'infini, quoi. Du coup, il y a des skins. Du coup, les serveurs. Tous les jeux qui font Riot sont des jeux qui existent déjà, mais avec leur skin, leur personnage, leur lore. Qui sont inspirés de CS. Voilà, le projet... League of Legends, ça vient de Dota, je crois. Projet L, ouais, exactement. Projet L, ça vient de des jeux de combat Projet Capcom. L, c'est du fight. Ouais. C'est pas sorti encore. C'est pas encore sorti, ouais. Ça vient des jeux de combat Capcom qui ont inspiré DB Fighter Z, qui du coup inspiré aussi LoL. C'est vrai qu'ils ont ce truc de, on prend une formule qui marche et on le sauce à notre sauce, quoi. Il n'y a pas de galère. Et genre on le voit, tout le monde le sait, c'est pas grave. Forcément, effectivement, émuler un autre TCG. Donc ça va ressembler à un TCG, je pense, et on va voir lequel. Metavic, ce sera plutôt du côté de Bandai parce qu'ils marchent beaucoup aux États-Unis. C'est sûr. TCG Bandai et ils font leur sauce. De toute façon, ça collerait très bien. Donc avec des petites spécificités. C'est les TCG qui ont un peu le moins d'âme, mais qui sont le plus... ils n'ont pas d'âme parce qu'ils inventent rarement de nouvelles mécaniques. Ils sont beaucoup moins... tu vois, quand tu les vois, tu penses pas à du génie de design. Par contre, c'est du génie de... J'ai pris ce qui marchait là, ce qui marchait là, ce qui marchait là, ce qui marchait là. Simple et élégant. Et ça fait un truc... Genre moi, j'ai rarement pris autant de plaisir qu'à jouer à Dragon Ball Super Card Game à l'époque. La version Master. Je connais moins la version Fusion. Parce que c'est des jeux qui sont juste bien. Ils sont juste très bien. Voilà, ils sont très bien. Mais ils n'ont pas le génie d'un Flesh and Blood. Vous voyez, c'est un peu différent. Je pense qu'on sera plus sur un Bandai qu'un Flesh and Blood. Je pense. Pas surtout quand tu fais que pour un marché. C'est pas forcément un défaut, quoi. C'est ça qu'on oui, bien sûr. Et ça conclut ce podcast. Ouais. Qui était un peu dense. Qui était fort dense. Pas de petits quiz. On reviendra au quiz quand on aura des podcasts un petit peu plus légers. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de tous ces sujets-là dans l'espace commentaire. Et puis à nous rejoindre sur tous nos réseaux sociaux, notamment le Instagram de la Belle Carte Pro. Exact. Et si vous n'avez pas vu la première partie sur Magic, qui était également très cool, allez la voir, c'est sur notre chat principal. On vous laisse là, on vous dit à dans 2 semaines pour le podcast, et sinon vous aurez des vidéos tous les jours sur nos différentes chaînes, et les shorts aussi qu'on a commencé à bombarder. Ah bah là il y a full short. Il y a full short, notamment les shorts des podcasts, ça c'est cool. Et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie.